qu'il y a aussi une forme de plaisir dans la souffrance. Souffrir, c'est aussi ressentir. Et ressentir, c'est vivre. Aujourd'hui, on a une relation à l'inconfort qui est quelque chose d'ultra négatif. Il fait chaud, on met la clim. Il fait froid, on met le chauffage. Et on veut plus rien ressentir. Et rien ressentir, pour moi, en fait, c'est être mort. J'ai vu une interview de Kipchoge qui disait que les personnes les plus disciplinées, justement, c'est les plus libres. Le potentiel humain, physique et mental, est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Je sais pas si tu le sais, mais on est des mutants. C'est quoi qui te pousse à continuer justement à surmonter la douleur et à vraiment finir alors que tu pourrais juste t'arrêter? On se met pas des limites, c'est les autres qui nous mettent des limites. Yukon, t'en parlais tout à l'heure, sur 650 km, je pense que j'ai souffert 620 km. Il y a un danger de mort permanent. Et puis le froid extrême, en fait, tue en très peu de temps. Si on fait une erreur, on peut vraiment mourir. J'avais extrêmement froid, j'avais extrêmement faim, j'avais mal partout, mais je continue à avancer. Donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe et c'est ce qui va tout piloter. Comment toi, tu penses que tu as fait pour détruire des limites mentales que tu as pu avoir? Ouf. Oh, la question philosophique. Écoute... Salut tout le monde, je veux juste prendre le temps pour vous remercier pour votre soutien et pour tout l'engouement qu'il y a autour du podcast. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé et on n'aurait jamais imaginé avoir autant de soutien de votre part. En revanche, on entre dans une nouvelle ère et vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc on a vraiment besoin de vous, que vous vous abonniez pour ne plus rater aucun podcast parce qu'à partir de maintenant, on va en sortir un par semaine. Merci à vous, on continue avec le podcast. Mathieu. Salut Etienne. Salut, enchanté, je suis très content d'être ici avec toi aujourd'hui. Tu as un palmarès vraiment impressionnant. Podium à l'UTMB, vainqueur de la Diagonale des Fous, vainqueur du Yukon Arctic Ultra. Tu as fait le record du FKT du GR A1. Il n'y a rien de tout ça qui est normal. Tu fais vraiment des choses extrêmes, anormales. Mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal chez toi? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal chez moi? Je pense que c'est la profonde passion de passer du temps dans les milieux naturels. Et pas que de passer du temps, d'exposer mon corps dans ces retranchements dans les milieux extrêmes. C'est ça qui me passionne en fait, c'est vraiment d'aller voir un petit peu où se trouvent les limites et comment les dépasser en optimisant notre potentiel. Parce que plus jeune, j'ai été éduqué un petit peu comme tout le monde avec des limites qui nous sont racontées par notre éducation, voire nos plus proches comme nos parents. Et en fait, quand on commence à aller titiller ces limites-là, on se rend compte qu'en fait, la vérité, elles ne sont pas là, les limites. Et après, ça m'a très très vite passionné de voir que finalement, le potentiel humain, physique et mental est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Et il faut parfois même se replonger très loin dans nos passés d'Homo sapiens pour voir ce qu'on était capable de faire et puis se dire qu'on est encore capable de le faire aujourd'hui. Carrément. Tu as parlé d'exposer ton corps dans des milieux naturels. J'aimerais direct parler de l'épreuve que tu as fait qui m'a le plus impressionné. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une épreuve. Mais le Yukon Arctic Ultra, tu as été le premier à terminer cette course, c'est 600 km dans un froid extrême. Avant de parler de l'épreuve, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es préparé pour affronter une épreuve aussi unique? Alors des épreuves comme ça, on ne peut pas vraiment s'y préparer parce que tu l'as dit, plus de 600 km. Donc déjà, c'est des distances... c'est dur à imaginer. Alors, c'est sûr que si on a toute l'année pour le faire, ça passe. Sauf que là, c'est dans le cadre d'une course. Donc, il y a un chronomètre qui est lancé au départ. Il y a une barrière horaire qui fait que si on ne va pas assez vite, on est arrêté. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est de parcourir ces longues distances dans une échelle de temps assez courte. C'est quoi la barrière horaire sur cette course? C'était, si mes souvenirs sont bons, c'était 12 jours pour faire les 650 km. Donc, ça faisait à peu près... entre 50 et 60 km par jour à faire pour pouvoir tenir les barrières horaires. Sauf que la particularité, le grand froid, donc on est descendu à des températures en dessous de moins 40 degrés Celsius en réel, parce que souvent il y a le ressenti qui n'est pas tout à fait pareil. Et en fait, pour s'y préparer, c'est de l'expérience de vie pendant des années. Parce qu'au final, tout ce qui est matériel et tout ce qui est gestion du froid, c'est juste technique. On pourrait presque l'apprendre dans un livre. Par contre, l'expérience de le vivre pendant longtemps et d'être complètement déconnecté du monde et de devoir s'adapter à des situations très complexes où la vie est même en péril. Ça, c'est vraiment des expériences de vie qui se font sur des années. Et donc, c'est pour ça que dans ce type d'épreuve, si on arrive et qu'on est un excellent technicien mais qu'on n'a pas d'expérience, ça ne fonctionnera pas. Et l'inverse peut marcher aussi. On peut arriver un petit peu...
vais pas dire à l'arrache, moi je suis pas arrivé à l'arrache, mais je suis pas non plus quelqu'un du Grand Nord, même si j'ai vécu un petit peu au Canada. Mais toute mon expérience et justement ces dispositions mentales ultra difficiles dans lesquelles j'ai pu me mettre dans ma vie, dans les différents défis, m'ont aidé à passer à travers cette aventure. Tu penses que construire justement un esprit, un corps aussi prêt à affronter ça, ça prend vraiment du temps? Ou c'est l'intensité de ton entraînement qui peut jouer? Je pense que c'est surtout ouais, le temps et l'expérience parce que en fait, le corps humain et même le mental, on peut le voir aussi comme une sorte de muscle qui va se renforcer. Euh, il va s'adapter quasiment à toutes les charges que tu vas lui appliquer. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais on est des mutants. On a vraiment, quand tu es exposé à une charge extérieure, par exemple, très simple, tu soulèves des haltères, bah, tes muscles ils vont grossir. Donc voilà, quand tu es exposé par exemple à de la chaleur, tu fais des séances de sauna où tu t'entraînes dehors dans la chaleur, ton corps va développer aussi des adaptations, tu vas augmenter ta capacité de sudation, tu vas augmenter ton volume de plasma, donc tu vas avoir plus de sang, tu vas augmenter aussi les diamètres de tes artères. Et ça c'est la même chose pour le froid, c'est la même chose pour le sommeil, pour la gestion du sommeil, pour la gestion de l'effort. Et si tu t'exposes un petit peu tous les jours, un petit peu à des contraintes qui ne sont pas celles du confort de chez toi, ben ton corps devient mutant, s'adapte à ça. Et le jour où tu te retrouves dans des situations ultra difficiles, ben tu es prêt à passer au travers. Est-ce que tu penses que cette course que tu as faite, c'est la plus difficile que tu aies jamais faite? Oui, c'est clairement la plus difficile que j'ai jamais faite parce que je m'étais jamais retrouvé vraiment dans des événements où il y a un danger de mort permanent. Chaque journée, si on fait une erreur, on peut vraiment mourir et c'est pas une exagération de Marseillais là, c'est vraiment on peut mourir parce qu'on est loin de tout, on n'a pas de réseau et puis le froid extrême en fait te tue en très peu de temps. Voilà. J'ai eu aussi des expériences dans le désert du Sahara par exemple, voilà, où avec des températures à plus de 50 degrés Celsius. On a le temps de se poser, même s'il n'y a pas d'ombre, et de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions si on a un problème, si on se casse une cheville ou voilà. Là, dans le froid, en fait, c'est que si on s'arrête à moins 40, le froid, vraiment, le corps, en fait, veut se maintenir à notre température de base, qui est de 38 degrés. Et quand il fait moins 40, mais le combat contre le froid, il ne peut pas durer bien longtemps. Et ce qui fait qu'en fait, on va faire une hypothermie et puis s'endormir tranquillement. C'est pas une mort douloureuse, mais c'est quand même quelque chose d'extrême et ça peut aller très très vite parce qu'en fait, quand on s'arrête, en fait, on perd par exemple les doigts. On n'a plus d'appréhension, on peut plus pincer avec le pouce. Et s'il faut gérer des trucs, on peut plus le faire en fait. Oui. Et donc c'est là que c'est assez critique parce que bon, on a quand même des balises GPS sur nous, mais parfois s'il y a un mauvais temps ou qu'on est vraiment très loin d'un village, le temps qui vienne, c'est trop tard quoi. Ouais. Donc en fait, il y a un palier où ton corps ne répond plus et tu sombres tout seul vers. C'est ça, ouais. Ok, c'est Et dingue. ce qui est très très, ce qui fait très très peur aussi, c'est justement le sommeil parce que quand on se met dans un sac de couchage par terre dehors comme ça à des températures extrêmes et qu'on tremblote un petit peu dans le sac de couchage et qu'on sait comment justement le mécanisme d'hypothermie se fait, c'est-à-dire que ben, tu t'endors et tu te réveilles pas, quoi. C'est- Donc, donc c'est un peu angoissant quand tu te mets Ouais, dans le sac de t'avais des couchage. doutes des fois comme ça quand Bah tu oui, t'endormais? donc j'étais un petit peu, j'avais très peur. Donc finalement, c'est ça, tu dors. Si vraiment tu commences à trembloter un petit peu avant de t'endormir, bah finalement, ce que tu fais, c'est que tu sors du sac de couchage et tu repars. Donc tu dors pas en fait. Wow, c'est vraiment dingue. Mm. C'est vraiment dingue. Est-ce que tu peux me parler justement de. J'ai évoqué les doutes, de ton état mental pendant la course. Est-ce qu'il y a des moments où tu étais vraiment au plus bas et tu doutais de pouvoir finir ou même de rester en vie? Bah, je dois te dire que c'était tout le temps et même dès le départ, dès la Ok, première minute. waouh. Il faut savoir qu'on était donc on partait de Teslin, un petit village des Premières Nations du Yukon. Donc on était à l'intérieur, tous là, on était une cinquantaine de participants dans un chalet au chaud. Il devait faire 30 degrés là-dedans. Et au moment où on est parti, en fin d'après-midi, il faisait déjà moins 35 dehors. Donc ça faisait un delta de température de plus 30, moins 35, 65 degrés. Ce qui fait que je me suis dit, mais là, comme ça, pendant 650 km, en fait, j'étais sur la ligne de départ, j'arrivais pas du tout à me projeter, à me dire, mais comment je vais faire 650 km dans ces températures-là, quoi. Et en fait, il suffit de découper par étapes, d'aller de checkpoint en checkpoint. Mais c'est sûr que chaque nuit que j'ai passé, chaque moment où j'arrivais plus à tirer ma luge, je me disais qu'il restait encore beaucoup de kilomètres, jamais je vais aller au bout, quoi.
Ben voilà, on s'accroche et on découpe en petits C'est morceaux et on finit par y arriver. C'est incroyable. Parce que oui, tu avais dit la luge, pour les gens qui savent pas, tu tires ton matériel derrière toi dans une petite luge, c'est ça? Ouais, tout à fait. Quand Ok. on fait des projets dans le grand froid, en fait, on a besoin quand même de beaucoup de matériel pour pouvoir survivre. Et ce matériel est trop lourd pour le porter sur le dos. Déjà, par rapport à la distance, ça ferait trop mal aux épaules et puis tu t'enfoncerais dans la neige. Ce qui fait que tout le matériel, on le met dans une luge qu'on appelle dans le langage une poulka, qui est derrière, accrochée avec deux petites cordes. Et puis on tire notre matériel comme ça pour pouvoir avancer. C'est incroyable. Et quand il y a les descentes, on peut s'asseoir sur la luge aussi. J'avoue, ça doit aider. Ça doit aider. Et je t'ai posé la question si tu as douté de finir à certains moments. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qu'on leur demande est-ce que tu penses que. Est-ce qu'à des moments tu as douté et ils disent non, je savais, j'ai toujours su que j'allais finir. Est-ce que toi déjà c'est comme ça ou il y a vraiment des moments où tu te poses des questions? Ben, en fait, c'est sûr que je reste humain, je ne suis pas un robot et puis j'ai peur, comme tout le monde. J'ai eu des moments de doute et puis des douleurs aussi extrêmes dans mon corps, comme j'ai déjà ressenti dans d'autres épreuves. Après, moi, je suis dangereux pour moi-même, je pense, et que tant que je peux toujours faire un pas de plus, un centimètre de plus, quitte à pas ramper non plus dans la neige, mais peut-être marcher à quatre pattes, je l'ai jamais fait encore, mais je vais continuer à avancer en fait. Et ce qui montre que voilà, cet aspect mental aussi prend vraiment le dessus sur tout le reste. J'avais extrêmement froid, j'avais extrêmement faim, j'avais mal partout, mais ben, je continue à avancer. Donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe et c'est ce qui va tout piloter, quoi. Donc voilà, après, faut rester aussi humble par rapport à ce qui se passe autour. Mais voilà, tant que ça avançait, j'avançais, mais à aucun moment c'était gagné. Et je te dirais même que jusqu'à la dernière journée, je n'étais pas sûr d'arriver au bout. J'avais des douleurs dans les jambes et la fin de parcours était vraiment en montagne avec des pentes extrêmes et des moments où c'était tellement raide que je n'arrivais même plus. J'étais épuisé à tirer ma luge et je m'arrêtais en bas de la pente. Je regardais en haut de la pente, je me disais, mais je ne sais même pas comment je vais monter. Je vais peut-être monter en haut, faire un système de treuil pour monter ma luge. Donc ouais, tant que Waouh! t'es pas arrivé au bout, tout peut t'arriver et voilà, faut bien rester concentré. Est-ce que tu penses que cette volonté de faire que tu as, qui te pousse à toujours faire un pas si tu peux, c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose que n'importe qui peut développer avec de l'entraînement? Alors c'est une très bonne question et je suis encore dans l'introspection pour trouver cette réponse. J'ai pas envie de dire que c'est inné, même si je pense que c'est inné parce que je voudrais pas que des personnes se disent je l'ai pas donc je vais pas essayer, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime bien aussi inspirer et pousser les gens à eux aussi expérimenter voilà, des aventures qui les dépassent. Mais voilà, après, je sais que ça se travaille aussi parce que mes premières épreuves d'ultra-endurance, disons que j'abandonnais un petit peu plus facilement. Maintenant, je sais aussi Ouais. qu'est-ce que c'est une échelle de douleur, qu'est-ce que c'est des premiers signes de douleur et qu'est-ce que c'est vraiment quelque chose d'extrême qui va mettre en péril ton intégrité physique. C'est vraiment une échelle qu'aujourd'hui je sais évaluer. Au début, tu ne la connais pas. Mais c'est sûr que dès mes premiers événements, j'avais quand même cette capacité à me pousser plus que d'autres qui débutent, ce qui fait qu'il y avait quand même quelque chose en moi d'un petit peu inné. Donc je pense que voilà, on est quand même avec un mental plus ou moins déterminé, mais ça se travaille aussi. C'est vrai qu'il y a deux types de souffrance, la souffrance physique et la souffrance mentale. Pour toi, c'est quoi le plus difficile? Bah, c'est clairement le mental parce qu'au final, le physique, c'est une seule information. Une seule information, en général, ça va être soit une douleur ciblée, donc voilà, tu vas être capable de, quand tu es assez connecté avec ton corps, à scanner un petit peu cette douleur, essayer de réfléchir d'où elle vient, est-ce que je l'avais avant, est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est lié à un mauvais pas que je viens de faire, est-ce que c'est quelque chose qui va passer, est-ce que ça va continuer à s'amplifier, à m'amener dans quelque chose de vraiment dangereux pour ma santé. Donc voilà, il y a une seule information, tandis que dans la tête, c'est un tout à gérer, hein. Le cerveau, en fait, c'est vraiment un ordinateur central qui va contrôler justement tes battements cardiaques, qui va te faire suer s'il fait chaud, qui va essayer de te créer de l'énergie s'il fait froid. Les émotions aussi à gérer parce que quand tu es dans des épreuves comme ça, tous les masques qui tombent en fait, hein. Mhm. Là, quand on est dans le confort, on peut se cacher derrière ce qu'on veut, mais là, on est vraiment à fleur de peau, ce qui fait si on est assez sensible et qu'on a vécu beaucoup d'expériences fortes dans notre vie, ça ressort toujours à ces moments-là.
Et puis, il peut ressortir de la colère, il peut ressortir de la tristesse. Et ça peut nous amener dans des mécanismes de discussion interne que si on l'ajoute à la douleur, en fait, c'est un cercle vicieux qui va forcément te pousser vers l'abandon. Donc c'est ça qui est dur à gérer, c'est d'avoir une douleur et en même temps, si on a un discours interne qui est pas forcément positif, de prendre le contrôle là-dessus consciemment pour sortir de cette passe-là avec des schémas mentaux pour se remettre dans un dynamisme d'aller vers l'avant. Bah, tu vois, par exemple, il y a 1 mois et demi, j'ai fait l'Ironman de Nice. Et sur le marathon, c'était un marathon sous canicule. J'étais vraiment dans le dur. J'en ai entendu parler, ouais. Mais, mais je sais pas comment j'ai fait pour continuer, ni pourquoi j'ai continué. Mais je l'ai fait. Est-ce que toi, dans tes moments de doute, tu sais c'est quoi qui te pousse à continuer justement à surmonter la douleur et à vraiment finir alors que tu pourrais juste t'arrêter? Bon, il y a plein de raisons, hein, c'est des raisons profondes. Je ne sais pas pourquoi tu as participé à cet Je sais Ironman pas de non plus. Nice. Voilà, peut-être que tu t'es même pas posé la question, c'est possible aussi. Après, c'est tout simplement essayer un défi, quelque chose de nouveau. D'autres le font. Et c'est peut-être aussi tout simplement nourrir un petit peu ton ego, de voir que tu es capable toi aussi de faire des choses incroyables. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, il y a quelque chose aussi au fond de nous. C'est ce qu'on appelle la survie, l'esprit de survie. C'est quelque chose que on l'a un petit peu perdu parce que quand on est tout de suite pris dans un cocon de sécurité. Mais ce qui est fou, c'est que si on te prend comme ça et qu'on te jette dans la jungle ou peu importe, ou dans le désert ou dans un milieu froid, même si tu n'as jamais eu aucune expérience là-dedans, je peux t'assurer que tu vas te découvrir à faire des choses, à tout d'un coup voilà, à te mettre dans une optique de survie pour pouvoir finalement rester le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment quand on est au fond, dans les moments les plus difficiles mental et physique. Et c'est ce qui t'est peut-être arrivé. C'est Tu ça. avais quelque chose en toi, une ressource insoupçonnée dans ton cerveau qui t'a permis de trouver voilà, les ressources pour continuer. Et pour pouvoir les expérimenter, ces sensations de survie, il faut vraiment se mettre volontairement dans des situations difficiles. Et c'est pour ça aussi ce que je te disais tout à l'heure en introduction, c'est que j'aime me mettre dans ces situations-là parce que je me découvre ben, des codes qu'il y a dans ma tête que je ne savais pas qu'ils étaient là. Et notamment sur l'Yukon, je me suis découvert à faire des trucs Mhm. pour survivre que jamais j'aurais imaginé. J'ai développé des systèmes pour pouvoir survivre, quoi. T'as un exemple de truc que t'as. Bah, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait il y avait des nuits où vraiment je me battais contre le froid, c'était ingérable. Bah, j'avais froid au niveau du. Ça me prenait ici. Bah, j'ai pris une petite bouteille en plastique que j'avais, j'ai mis de l'eau bouillante dedans que je faisais chauffer et je me la mettais ici à l'intérieur contre ma veste. Je fermais la veste Gore-Tex, ça me faisait une sorte de. Ça me faisait une sorte de sauna, enfin, c'est pas un sauna, mais ça me faisait comme une bouillotte ici au niveau du ventre. Et ça me permettait de passer toute la nuit comme ça. Et ça, j'ai découvert la deuxième nuit. Et après, les nuits étaient beaucoup plus Incroyable. faciles. Jamais quelqu'un m'avait dit de faire ça, tu vois. Après, par exemple, aussi, l'air était extrêmement sec et extrêmement froid. Ça me faisait très mal aux poumons. Et j'ai fini par comprendre qu'en me mettant un petit tissu sur le visage, en fait, quand tu expires, tu mets un petit peu de gouttelettes voilà, dans le tissu. Et quand j'inspirais, ça humidifiait l'air. Et c'était beaucoup plus facile. Donc ça, c'est des trucs que, je sais pas, ça sort d'un coup naturellement et ça te permet de survivre. Tu penses qu'on devrait un peu plus se jeter dans la jungle, comme tu l'as dit, de nos jours? Oui, oui, 100%, ouais, j'en suis convaincu parce que pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une école qui est hyper puissante pour le cerveau, tu vois. Tu travailles tout en même temps. Tu travailles la mémoire, tu travailles la créativité, la recherche de solutions. Et en même temps, ton corps travaille aussi. Et tout ça, c'est vital. C'est vital. On est encore aujourd'hui, peut-être que dans des millions d'années, on évoluera différemment, mais encore aujourd'hui, on a besoin de bouger notre corps de manière intense. Donc dans l'intensité, c'est-à-dire avec des rythmes cardiaques élevés, et aussi en endurance, c'est-à-dire un effort sur des petites intensités mais longtemps, et être exposé justement à du froid, à du chaud, voilà. Et ça, en fait, c'est parce qu'au niveau cellulaire, ça va un petit peu voilà, activer, et c'est un petit peu comme ça aussi que fonctionne la longévité.
Voilà. Et puis aujourd'hui, on essaye de consommer des petites gélules le matin là, parce qu'on a des bilans sanguins catastrophiques. Mais en fait, la solution, c'est surtout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a une relation à l'inconfort qui est quelque chose d'ultra négatif et qui fait que on n'aime pas s'exposer à l'inconfort. C'est comme ça. Il fait chaud, on met la clim. Il fait froid, on met le chauffage. Et puis, on veut plus rien, on veut plus rien ressentir. Et rien ressentir, pour moi, en fait, c'est être mort. Donc, je dis pas que j'aime pas l'inconfort. J'aime aussi me mettre dans un bon gros canapé comme ça de temps en temps devant une grosse série où j'ai pas chaud, où j'ai pas froid. Mais ça doit rester très ponctuel. C'est intéressant. Bah, en vrai, c'est un peu pour ça que j'ai fait l'Ironman. En fait, quand il y a quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire, je me force à le faire et je me rends compte que ça me permet de grandir fois Ouais, 1000, bien sûr. carrément. Tu es fier de ce que tu fais. Tu peux aussi inspirer des personnes autour de toi tu le sais pas, mais est-ce que tu as partagé peut-être à se mettre aussi à l'activité physique, pas forcément faire un Ironman, mais ils se sont dit, ah tiens, il a fait ça, je vais essayer d'aller courir, je vais essayer d'aller faire du vélo, et puis ça va indirectement les C'est remettre ça. vers un chemin de santé. D'ailleurs, tous ces gens qui commencent, ils ont souvent, tu sais, des petites douleurs, des choses qui vont pas quand on commence un nouvel exercice. Et ils se disent que les gens de ton niveau, ils ont pas de douleur, ce qui leur permet de s'entraîner J'ai énormément. mal tous les jours. J'ai mal tous les jours. Je pense que il y a aucune journée où je me lève où j'ai pas mal. Je me lève, j'ai les tendons d'Achille bloqués. Pour aller aux toilettes le matin, c'est un enfer. Mais voilà, après, c'est parce qu'aussi, aujourd'hui, c'est mon métier, le sport, et je mets mon corps à rude épreuve. Mais non, la douleur, encore une fois, c'est une échelle. Il y a douleur et douleur. Moi, j'appelle ça des petites douleurs parasites. Forcément, si tu te lèves un matin, que tu as un petit peu des courbatures, des petites douleurs, c'est que la veille, tu as fait quelque chose. Après, à toi d'être assez intelligent pour bien gérer qu'on appelle la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire d'être toujours dans cette limite où le corps travaille, mais où le corps a le temps de récupérer aussi. Ce qui fait que tu es dans l'adaptation et ton corps progresse. Et parfois, certains sont voilà, dans ce dogme du no pain, no gain, qui est de passer au-dessus de la courbe et de se blesser. Et ça, c'est dommage parce que se blesser, déjà la blessure peut être assez grave pour t'incapaciter pendant plusieurs mois et finalement, c'est dommage. Mais le pire, ça serait que ça te fasse tellement mal que ça te démotive à arrêter ce que tu as commencé. Ça, c'est vraiment le pire. Donc, l'idée, c'est de trouver juste ce qu'il faut pour pouvoir toujours être dans la progression. Pas trop bas, sinon finalement tu stagnes, pas trop haut, sinon tu te blesses. Et ça, c'est beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de connexion avec son corps aussi. Parce que j'avais vu une vidéo où tu faisais l'analyse de ton corps et je vais lister un peu tout ce qu'il y avait, de périostite, des fractures de fatigue, des entorses, des douleurs au tendon pendant 8 ans. Mm. Et malgré tout ça, tu arrives à vivre avec. Ouais, après, moi, j'ai un profil particulier, c'est que j'ai commencé mon sport à l'âge de 30 ans. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est la course à pied, le trail. Et c'est un sport où il y a quand même beaucoup d'impact. Donc, quand tu commences tout jeune à courir, que tu fais de l'athlétisme, voilà, donc ton corps a le temps de s'adapter à la charge que peut représenter la course à pied. Sauf que quand tu commences fin vingtaine, le corps, il est resté 20 ans sans pratiquer une activité à impact. Ce qui fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le corps va s'adapter, mais il faut lui laisser du temps. Sauf que moi, quand j'ai voulu un petit peu aller plus vite que ce que était capable de prendre mon corps, au début, ça a été un carnage. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais différemment. Mhm. Et je coach aussi, voilà, je coach un petit peu et je conseille des coureurs et je leur recommande absolument pas d'aller faire des courses de plus de 100 km dès la deuxième année de pratique. Il faut surtout pas faire ça. C'est clair. Pour revenir aux courses de 100 km par exemple, sur une course, par exemple l'UTMB où il y a moins de contraintes climatiques, par exemple moi j'étais basketteur pro avant et tu sais il y a des moments dans le match où tu as l'impression que tout coule, tu penses plus à ton cardio, tout se passe bien, tu es dans ta zone un peu. Est-ce que des fois tu as cet effet un peu de voler, de flotter sur la course ou alors tu es toujours dans la souffrance? Alors oui, ça arrive et nous, dans notre langage, on appelle ça l'état de flow. Je ne sais pas si Ouais, si, c'est c'est pareil ça, dans notre sport. exactement. C'est très très rare. Moi, je pense que ça m'est arrivé peut-être 2 Ok. fois, peut-être 3 Ah, dans tu ma penses carrière sur des dizaines de courses. Et puis, j'ai jamais su, en fait, pourtant, j'ai vraiment travaillé après à essayer de regarder en détail qu'est-ce que j'ai fait à l'entraînement, de regarder en détail qu'est-ce que j'ai fait dans ma course en termes de pacing, c'est-à-dire d'allure, de qu'est-ce que j'ai mangé. Et j'ai jamais su le reproduire. Donc, c'est quelque chose qui est assez cool aussi de se dire que tout n'est pas contrôlable et qu'il y a une part de magie aussi dans le corps humain, dans le mental et dans le sport.
Mais c'est fabuleux quand ça arrive, c'est-à-dire que normalement, courir sans, voilà, comme une épreuve comme l'Ultra Trail du Mont Blanc que tu viens de citer, qui fait plus de 170 km, tu es censé souffrir tout le long. Mais non, en fait, tu peux vraiment avoir des moments entre le kilomètre 130 et 170 où il n'y a plus aucune douleur et où tu es capable d'accélérer et où tout est fluide, quoi. Et ça, c'est totalement paradoxal et contradictoire pour notre esprit parce qu'on se dit, on part au départ, on est plein d'énergie, on a les muscles qui sont bien frais et tout, et puis en fait, ça devrait être juste une courbe descendante jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait, ça se passe pas comme ça, c'est plutôt, alors c'est pas une sinusoïde constante, mais ça va plutôt être un roller coaster, il va y avoir des bas, des hauts, et ça défie toute logique, parce qu'en fait, à mesure qu'on avance, on est de plus en plus fatigué, mais on réussit à être de mieux en mieux parfois, et ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi dans le fonctionnement de notre corps, quoi. C'est clair. Et voilà, je l'ai déjà vécu ce flow et c'est vrai que je recommande à tout le monde de le vivre. Maintenant, je me dis que c'est peut-être une bonne chose de ne pas avoir les clés pour pouvoir l'utiliser quand tu veux parce que c'est bien que ça reste rare et je pense aussi que c'est dangereux pour nous-mêmes. Parce que quand tu rentres dans un état de flow, tu peux vraiment te mettre dans des dispositions physiques, enfin, tu peux vraiment te pousser très très loin. Et c'est comme si tu mets, tu vois, le nose là, sur ta voiture là, quand tu joues aux jeux vidéo là. Faut pas l'utiliser trop souvent, sinon tu serres le moteur, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est bien de le vivre ponctuellement, mais de ne pas avoir les clés, de le garder un petit peu secret et que ça arrive par surprise parfois, c'est très bien comme ça. Mais je trouve que c'est une belle chose parce que pour le vivre, tu dois souffrir en fait. Et c'est la souffrance qui te rend heureux finalement. Et ça, c'est en corrélation avec ce que tu dis. Ouais, c'est ce que je dis souvent, la souffrance fait partie de la vie. Et moi, en fait, tu vois, au Yukon, tu en parlais tout à l'heure, sur 650 km, je pense que j'ai souffert 620 km. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une forme de plaisir dans la souffrance. Souffrir, c'est aussi ressentir. Et ressentir, c'est vivre, tu vois. Quand j'ai froid, quand je sens mon corps, je m'ancre, tu vois, et je me sens vraiment, je suis là, quoi. Je suis pas en train de ne pas exister, tu vois. Je me sens exister dans un environnement. Et aussi, la souffrance met un référentiel. C'est-à-dire que quand je rentre après le Yukon à l'hôtel qui fait chaud, que je me prends une bonne douche et tout, là j'ai comme voilà, un plaisir, de la joie qui monte, qui est beaucoup plus grande que les douches que je prends habituellement tous les soirs chez moi, tu vois, parce que j'ai mis un référentiel de ce que c'est de ne pas prendre de douche pendant 10 jours dans le froid et de souffrir de ça. Donc il faut aussi voir ça comme une manière d'être plus heureux de souffrir. Est-ce que la sensation que tu as ressentie quand tu as passé la ligne d'arrivée de cette course, c'était quelque chose de vraiment unique? Alors c'était très particulier parce que habituellement sur les lignes d'arrivée, comme d'habitude, j'arrive assez à fleur de peau et puis c'est des courses voilà, assez médiatisées auxquelles je participe, donc il y a du monde, du public et ça crie, ça chante, c'est de la musique et c'est sûr que bon, j'ai toujours des larmes qui sortent ou voilà, j'ai des émotions très fortes, ça me prend dans la poitrine et tout. Et là en fait j'étais tellement vidé de tout, de fatigue. Que j'ai rien eu. C'était assez perturbant comme sentiment. Je me suis dit, mais tout ça pour ça, quoi. Ça faisait, je sais pas, voilà, plus de 600 bornes que j'avance, que je crapahutais au fin fond de ces forêts canadiennes. Et j'ai vu ce village au loin, les maisons qui arrivaient. Et j'attendais d'avoir quelque chose qui monte, de la chaleur, une larme, et puis rien du tout, quoi. Absolument rien. Et je pense que, voilà. L'émotion aussi est quelque chose qui consomme de l'énergie et après je n'avais plus assez d'énergie pour pouvoir même vivre des émotions, donc ça a vraiment été une expérience aussi particulière de se dire ah ouais, on peut se pousser jusqu'à ne plus avoir d'émotions. Alors j'ai une petite larme qui est sortie quand même après une fois que je suis vraiment arrivé sous la ligne d'arrivée, mais j'ai pas trop su dire si cette larme c'était de la joie, de la tristesse, du soulagement, mais j'étais vidé, voilà, ça arrive aussi. Donc voilà, je veux partager que parfois, attention, on peut préparer des mois et des mois une épreuve sportive, puis rien ressentir le jour J, mais c'est pas grave, on ressentira sur d'autres épreuves. La larme, elle a gelé immédiatement ou pas? Elle a quasiment gelé immédiatement, ouais. C'est marrant, oui, ça gelait tout ce qui coulait sur mon visage, ça gelait, ça s'accrochait ici sur mes poils moustaches, et ça faisait des stalactites comme ça. Ouais. Donc ouais, ça gèle très très vite. Ouais. J'aimerais bien que tu me parles maintenant de ta préparation. Est-ce que tu peux me décrire la journée classique d'un ultraman? Et donc, une journée typique en général, donc déjà, ça c'est un luxe, mais c'est de ne pas mettre de réveil le matin, ce qui fait que je laisse mon corps
se réveiller naturellement quand il a assez dormi, voilà, voilà. Donc ça peut être 6 heures du matin, ça peut être 7 heures, ça peut être 8 heures. Ça dépend un petit peu de l'heure du coucher la veille aussi et de ce que je me suis mis la veille. Le corps plus ou moins besoin de dormir, mais en général c'est entre 8 et 10 heures. Ensuite, ben voilà, je suis un peu comme, je suis un peu comme un véhicule de course, quoi. Faut chauffer un peu le moteur au début, quoi, le matin. C'est un peu raide. Alors ça veut pas dire que je suis pas en santé, mais c'est sûr que quand tu as une structure musculaire développée, des articulations plus développées, des tendons plus gros, bah, tout ça, il faut que ça chauffe un petit peu. Donc je m'accorde toujours une bonne heure de routine du matin où là, vraiment, j'essaye de faire monter progressivement mon cortisol là, et mes hormones pour pas aller tout de suite dans les écrans, tu vois, les trucs anxiogènes. Mhm. Donc là, c'est vraiment une routine je suis sur un petit tapis de yoga, parfois je me lance un petit podcast. Et puis je fais des exercices de mobilité quoi, pour réveiller mon corps tranquillement. J'aime beaucoup les exercices de respiration aussi. C'est quelque chose que j'ai appris plus jeune sous l'eau. Et ensuite, ben, je vais programmer la journée. En général, elle est programmée par une programmation d'entraînement, hein, parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le corps s'adapte dans la limite où tu imposes la charge voilà, bien calculée. Donc en gros, c'est des courbes qui augmentent progressivement de semaine en semaine. Et puis tu essayes donc, voilà, de respecter ces charges-là. Donc c'est des charges d'intensité ou d'heures par jour. Et en général, c'est 2 entraînements par jour. Voilà, c'est soit 2 entraînements par jour, un le matin et un en fin de journée, soit un gros entraînement, ce qu'on appelle les très longues sorties toute la journée. Et après, j'essaye, pour rester assez dans le cercle un petit peu circadien et puis aussi social, de rentrer pour manger le midi avec ma compagne ou si je suis avec des amis et d'essayer de respecter ça, quoi. Parce que sinon, quand tu es athlète pro et que tu n'as pas de rendez-vous, tu peux très vite complètement décalé. Ça m'est déjà arrivé, tu pars courir à 11 heures, tu reviens à 14 heures, tu as sauté le repas, du coup là tu manges à 15 heures, puis tu n'as plus faim le soir. Vaut mieux éviter de faire ça parce que tu pars complètement dans tous les sens. Et puis les 2 séances par jour, ça peut être une séance de vélo, une séance de course, 2 séances de course, une séance de course, une séance de muscu à la salle. Voilà, mais c'est activer le corps 2 fois. Je préfère l'activer un petit peu 2 fois que beaucoup une seule fois. Voilà. Et puis, il n'y a rien de sorcier, quoi. Et l'idée, c'est d'être constant, quoi. Constant, fréquent, un petit peu tous les jours, plutôt que faire le bourrin ou essayer de faire du rattrapage au dernier moment. Ça ne fonctionne pas du tout. J'ai te demandé justement pour toi, c'est quoi dans ton entraînement l'habitude la plus sous-estimée, mais qui fait le plus la différence selon toi? Bah, c'est tout simplement de sortir quoi qu'il arrive, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et en fait, c'est que moi, je considère que même une toute petite sortie, ça compte. Et ça, c'est ce que j'essaie de partager souvent aussi, qu'on est dans cette société de la performance, dans cette société du... Même aujourd'hui, voilà, il y a des réseaux sociaux où on partage nos activités, où tout le monde nous regarde. Et donc, sortir moins d'une heure, c'est un peu la honte, tu vois. Si tu pars sur ton vélo ou courir moins d'une heure, finalement, tu vas pas y aller parce que tu te dis ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment une habitude que j'ai commencé très très tôt, c'est de me dire que même si aujourd'hui je suis pas très bien ou la météo est vraiment dégueulasse, même pour 20 minutes, je sais que c'est chiant, il va falloir mettre les baskets, s'habiller et tout, mais j'y vais quand même, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui fait que quand tu le multiplies sur les jours, les semaines, les années, ben finalement, ça fait un volume accumulé énorme et ton corps n'a pas le temps de se désadapter. Mhm. Parce que je disais tout à l'heure que on s'adapte très vite, mais on se désadapte très vite aussi. Et ce qui est très ingrat voilà, dans le sport, et surtout dans les sports d'endurance, c'est que tu arrives à un certain niveau, et si après tu t'arrêtes un petit peu, que tu te désadaptes, ben quand tu vas reprendre, tu vas vouloir reprendre où tu en étais. Alors qu'il ne faut surtout pas faire ça. Si là, tu as fait un Ironman et tu te remets les entraînements que tu t'es mis dans les derniers mois avant l'Ironman, je peux t'assurer que tu vas te blesser. Et c'est frustrant. Alors, je ne dis pas que tu repars à zéro parce que tu as quand même une mémoire musculaire, mentale, articulaire, tissulaire qui fait que tu vas revenir à ton niveau plus vite que le temps que ça t'avait pris à l'origine pour y aller. Mais il faut quand même repartir assez bas. C'est vrai. Bah, finalement, c'est un peu la discipline, l'habitude la plus importante. J'ai vu une interview de Kipchoge qui disait que les personnes les plus disciplinées, justement, c'est les plus libres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je pense. Et puis, je suis d'accord aussi sur le fait que bah, la discipline, en fait, c'est un état d'esprit où tu ne te donnes pas d'excuses, quoi. Là, pour le coup, tu essaies d'être un petit peu robot. Tu n'as pas envie et tu le fais.
Et c'est vrai que quand tu es discipliné, tu te libères, de tout ce que tu as à faire dans ta journée, de ce qui est humain, de ta vie sociale, de tes autres projets. Parce que si tu n'es pas discipliné, ce que tu vas faire, c'est que tu vas procrastiner. Donc, si tu procrastines au lendemain, finalement, tu vas avoir une mauvaise conscience toute la journée de ne pas avoir fait ton activité physique ou en tout cas le travail, la tâche que tu devais faire professionnelle. Et si tu procrastines au sein d'une même journée, ce qui fait que tu vas rien faire de la journée parce que tu vas reporter à l'heure suivante toute la journée. Et à la fin de la journée, tu ne l'auras pas fait ou au pire, tu vas le bâcler en fin de journée et tu vas le faire sous le coup de l'énervement et ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, quand tu es discipliné, quand tu t'es dit à telle heure je fais mon entraînement, quand c'est fait, c'est fait. Et puis après, tu es libre toute la journée, tu n'as plus cette mauvaise conscience et tu as une liberté d'esprit pour faire tout le reste et qui est fabuleuse. C'est ça. Donc il y a un petit côté militaire là-dessus, mais la discipline agit comme un rouleau compresseur sur le temps. Donc c'est comme ça. Il parlait aussi dans son interview de la vitamine N. Tu sais ce que c'est la vitamine N? Ouais, bien sûr, ouais, c'est de savoir dire non, de savoir dire non. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, j'avais pas la vitamine N avant parce que je suis un peu un artisan dans mon sport. J'ai tout appris tout seul. J'ai toujours été comme ça. Je suis autodidacte et ayant commencé très tard, je ne suis pas passé par les écoles classiques du sport. Et c'est sûr que quand tu commences à progresser, à te passionner, tu reçois beaucoup de sollicitations, de participer à des courses. Moi, quand je recevais une invitation pour aller faire une course à Tahiti, j'étais là, je me suis dit, attends, on est vraiment en train de m'inviter, on me paye un avion, un hôtel et tout pour aller courir à Tahiti, c'est une blague. Donc tu acceptes tout, les sollicitations médiatiques, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que la vie, en fait, c'est de l'énergie aussi. Et l'énergie, elle se dépense pas que avec le mouvement, elle se dépense aussi avec l'activité mentale, et ça, c'est de la charge. Et je m'en suis sorti finalement en me faisant accompagner, voilà, en montant une équipe. Et puis aujourd'hui voilà, j'ai un agent, par exemple, qui est capable de réceptionner toutes ces sollicitations et de faire le tri et de dire non à ma place. Parce qu'en fait, dire non, c'est difficile aussi. Parce que quand tu dis non, tu as l'impression que c'est pas cool pour la personne qui t'invite à faire quelque chose, tu vois, et c'est dur de dire non à quelqu'un. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ta place, c'est beaucoup plus facile. Donc, je recommande aux personnes qui n'ont pas cette vitamine N de travailler avec quelqu'un qui dise non à leur place. Et ça aide beaucoup à garder le focus et à se concentrer sur des projets ambitieux. Nouvelle interruption, merci à l'hôtel Lilou à Hyères de nous avoir accueillis. C'est un lieu vraiment magnifique qui a été conçu par des designers avec en plus un super brunch, on s'est régalé tout à l'heure. Si tu es encore ici et que tu regardes le podcast, c'est qu'il te plaît vraiment, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi à le partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Peut-être que tu peux aider un pote à commencer la course à pied. Merci à toi, on continue avec le podcast. J'ai l'impression que tous les athlètes élites dans ta discipline, dans l'ultra trail, ils arrivent à peu près tous à faire la même charge d'entraînement. Et pour moi, en termes de perf, il n'y a pas forcément des différences énormes. Est-ce que tu penses que la différence entre le vainqueur et les autres, c'est le mental? Ouais, le mental joue énormément. Non, les différences de niveau, au final, c'est assez proche, comme tu dis, parce que voilà, il y a quand même une limite en termes de volume d'entraînement que tu peux faire. Alors, je dois avouer aussi qu'il y a une petite part de chance. Il y a une petite part de chance. Ce jour-là, tu sais pas pourquoi, tu as mal au bide alors que tu n'as jamais eu mal au ventre sur d'autres courses ou à l'entraînement. Ce jour-là, tu loupes un appui, tu te fais une cheville. Alors que tu t'es pas fait des chevilles à l'entraînement et tu as fait des descentes à bloc comme un malade au milieu des pierres et des racines, aucun souci. Voilà, il y a aussi ce truc-là qui fait que des fois, ça passe pas. Et c'est frustrant parce que quand on fait de l'ultra-endurance, c'est des épreuves, tu n'as pas 10 000 cartouches par an, quoi, hein. Si tu fais une épreuve de plus de 100 bornes vraiment tranquille à un niveau d'intensité très très bas, tu peux en faire des dizaines par an, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu les fais à bloc, c'est très très demandant sur le plan physique, énergétique, et il faut plusieurs mois pour s'en mettre. Après, tu peux en faire tous les week-ends, mais tu vas avoir une longévité de 4 ans dans le sport. Donc, ce qui fait que tu n'as pas beaucoup de cartouches, et si tu fais en général, tu fais 3 gros ultras par an, tu as 3 fois pas de chance, les années passent, quoi, hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Maintenant, c'est sûr que le mental y joue. Il faut faire un petit peu aussi. Ça reste un sport stratégique aussi, hein. Tu peux énormément jouer dans la tête d'un adversaire, hein. C'est facile, hein. C'est mettre une attaque à un moment et jouer un coup de bluff. Et puis, il se dit, mais waouh, il est tellement au-dessus que je laisse tomber, je lâche. Et là, tu vas pouvoir lui prendre 10 minutes sur une montée ou sur une descente. Et quand 10 minutes sont installées, après, tu arrives à les conserver à peu près
jusqu'au bout. Donc, il y a une part de stratégie. Et pour pouvoir jouer la stratégie, ben, faut avoir le mental de la mettre la cartouche au bon moment parce que je peux C'est t'assurer clair. que quand ça fait plus de 20 heures que tu cours pour mettre un petit coup, là, faut s'accrocher, quoi. Mais ça peut marcher, j'ai déjà vécu et voilà, c'est très stratégique et il faut aussi. C'est très complexe en fait. En fait, les sports d'endurance, quand on ne connaît pas ce sport-là, on se dit ils sont tous complètement teubés. En fait, c'est complètement débile de courir ou de pédaler comme un calu sur un vélo ou peu importe de nager. En fait, tu as tellement de paramètres à gérer. En fait, c'est le plus facile de courir ou pédaler. C'est tout le reste qui est difficile. C'est justement quand il fait chaud, comment t'arroser pour faire baisser la température. Quand il fait froid, penser à mettre la veste au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Penser à manger, quelle quantité, bien diffuse. Enfin, tout ça, c'est énormément de paramètres à gérer qui sont très très durs à gérer parce que quand tu es fatigué, tu perds la lucidité et puis tu t'arrives plus. La notion du temps et de l'espace est complètement déformée. Le temps, il s'étire, il se contracte. L'espace, quand ça va bien, 20 bornes, tu as l'impression que ça en fait 2. Quand ça va mal, 2 bornes, tu as l'impression que ça en fait 200. Et ce qui fait que si tu n'as pas cette capacité mentale et intellectuelle de gérer tous ces paramètres, tous ces facteurs, ben, en fait, tu n'y arriveras jamais. Donc, ouais, je peux dire que les meilleurs athlètes d'ultra-endurance sont des personnes très intelligentes aussi. En fait, tu es un peu devenu un ingénieur du corps humain et de ton corps. Ouais, alors je suis ingénieur C'est pour ça que je dis ça. d'origine, mais c'est vrai les ingénieurs, ils sont quand même pas mauvais dans les C'est sports vrai, il y en a pas d'ultra-endurance, mal, j'ai ouais. remarqué. Alors, c'est pas une généralité, mais beaucoup sont très très bons. Et d'ailleurs, il y a une épreuve qui s'appelle la Barclay aux États-Unis, qui est un genre d'ultra un peu fou. Il n'y a pas vraiment de Mhm. balisage, un peu de Ouais, je vois. l'orientation. Bon, voilà, il y a tout un, voilà, des cérémonies autour de ça. Et je crois que plus de 90% des finishers sont des ingénieurs. Bah, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur avant de faire du basket et j'ai pas mal de potes qui font de l'ultra d'ailleurs. Bonjour à eux. Et Non, c'est parce assez qu'il y a un marrant. côté aussi, bien sûr que l'instinct est hyper important, d'y aller un petit peu comme un animal, ressentir, ça doit être important, mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté où il faut un peu voilà, réfléchir à ce qu'on fait et puis théoriser un petit peu la pratique, le fonctionnement du corps et de l'esprit, et ça peut aider à, à aller dans l'ultra-performance. Ouais, Parce c'est qu'on peut ça. aussi très bien juste être dans une optique d'être finisher et s'affranchir totalement de la performance. Mais si tu veux aller vraiment dans l'ultra-performance, c'est-à-dire pousser ton corps dans ses limites, comme je te disais tout à l'heure en introduction, là, il faut quand même travailler la théorie aussi. Ouais. C'est dingue. Et quand t'as arrêté, c'est quand que t'as arrêté ton travail pour te consacrer à 100% du coup au sport? J'ai arrêté en début 2023, donc Ok. vraiment à 100%. J'avais déjà du sponsoring depuis Mhm. 2020 à peu près, voilà, mais pour vivoter quoi. Mais vraiment avoir un équilibre financier de sponsors qui me permettent de vivre pleinement de mon sport, c'est arrivé vraiment en 2022-2023, ouais. Et tu l'as vécu comme une libération d'arrêter ton travail ou pas forcément? Oui, oui, bah ça fait toujours un petit peu peur parce qu'il y a toujours cette pression de la société, de la carrière, des longues études, d'avoir une certaine stabilité liée au système, quoi. Et voilà, c'est des étapes jusqu'à commencer à vivre à la retraite à 60 ans. Mhm. Et quand tu te jettes un petit peu comme ça dans quelque chose d'atypique, d'anti-système, bah, ça fait un petit peu peur parce que tu as beaucoup moins de repères, tu as beaucoup moins de personnes autour de toi qui l'ont fait, surtout tes proches qui l'ont pas fait. Alors eux, c'est les pires, c'est ceux qui ont le plus peur et qui vont émettre le plus de doutes. Et c'est finalement les doutes qui te font le plus mal parce que tes proches, c'est ceux que tu aimes. Et puis les voir douter, les voir un petit peu craintifs, ça te remet en question. Mais après, quand tu l'as au fond de toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Hein. Ça y va. Et finalement, voilà, après quelques temps, maintenant, je peux te dire que Mhm. je reviendrai jamais en arrière. Parce que voilà, je vois aussi où tu vas après le sport professionnel. Quand tu es vraiment passionné, tu peux te reconvertir dans plein de projets autour de ce qui te passionne sans forcément retourner dans un système classique. Donc, tu vois, même des fois, on me dit, ça fait plaisir aux gens de se dire, ah, mais de toute façon, ton diplôme d'ingénieur, il est valable toute ta vie. Sous-entendant que ben, quand ma carrière, elle sera finie, je retournerai dans un bureau faire de l'ordinateur. Mais non, en fait, plus jamais. Donc, voilà. Bah, du coup, est-ce que tu penses que tu cours vers quelque chose ou tu cours pour fuir quelque chose? Ah, c'est une très bonne question. Je pense un petit peu les deux. Je cours pour fuir ce que j'ai toujours détesté dans ma vie.
C'est-à-dire me retrouver assis sur une chaise dans des études à écouter un guignol qui me raconte des trucs totalement ennuyeux. Et tu te retrouves là parce que tu n'as pas vraiment le choix et tu es guidé dans des couloirs. Et donc voilà, grâce à la course, j'ai pu fuir tout ça. Et puis je cours vers quelque chose parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je cours vers la recherche, vers la curiosité. Je suis quelqu'un de très, très, très curieux. Et le mot courir, c'est au sens propre et figuré, tu vois. Voilà, au sens propre, ben, je cours, je suis coureur pro. Mais j'aime courir aussi vers des projets complètement aucun rapport avec la course à pied, tu vois. Là, toute la journée, avant d'enregistrer ce podcast, j'étais sous l'eau en plongée sous-marine dans une épave, voilà, à faire d'autres projets. Et donc là aussi, c'est aussi pour explorer voilà, le corps. En fin d'année, je vais traverser l'Atlantique sur un voilier. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et donc, je cours vers aussi cette expérimentation de voir, mais qu'est-ce que c'est de vivre sur un bateau au milieu de la mer comme ça, tout seul? Comment je vais encore une fois découvrir mon corps, comment il va être capable de survivre là-dessus, dans cet élément, de gérer les peurs aussi. Et donc, voilà, je cours vers la curiosité. C'est vrai que je trouve que dans ces sports aussi, tu crées des relations qui sont vraiment uniques. Ouais, parce que tu vis des trucs tellement extrêmes, des émotions tellement fortes, que en fait, c'est une communauté qui est assez soudée, puisque c'est très difficile de pouvoir raconter ce que tu vis dans ces épreuves-là à tes proches, en fait, à tes amis, à tes parents, parce que tu trouves pas forcément les mots. Et puis même si tu réussis à trouver les mots, ils comprennent pas. Et c'est alors que quand tu parles avec des personnes qui ont vécu la même chose après la course ou même plus tard, ben, tu sens dans les yeux qu'on parle de la même chose, et c'est très agréable d'avoir des souvenirs communs, et ça crée des liens très très forts. Et c'est pour ça que la communauté dans les sports d'ultra-endurance, et surtout dans l'ultra-trail, parce qu'on est aussi un petit peu soumis aux aléas de la nature, de la météo, les liens sont très forts. Et quand tu vas doubler quelqu'un qui est mal sur un sentier, tu vas pas passer à côté en disant ah, je t'ai pris une place. Non, non, tu vas t'arrêter, tu vas lui demander s'il a besoin de quelque chose, d'eau, de nourriture, de le relever. Et il y a vraiment ces valeurs-là qui sont très très puissantes. C'est vrai, c'est rare. Après tout ça, tout le chemin que tu as parcouru, tu es devenu maintenant une des figures les plus reconnues de l'Ultra Trail. Comment tu vois le rôle des médias dans ta carrière, ou dans la carrière d'un athlète en général? Bah, les médias font partie du sport, font partie de la carrière, parce que c'est eux aussi qui te donnent de l'exposition, c'est eux aussi qui vont relayer tes histoires. Maintenant, on le sait, hein, ça c'est comme à tous les sports, c'est un jeu avec les médias. Le boulot du journaliste, c'est pas de te dresser un portrait élogieux en tout temps, c'est de vendre des papiers ou ou en tout cas maximiser le nombre de clics, hein. C'est ça aussi leur retour sur investissement. Donc voilà, c'est assez difficile. Il faut faire quand même attention à deux choses. La première, c'est justement aux histoires qui peuvent être un petit peu dérivées, voilà, ou en tout cas qui ne reflètent pas la totale réalité, qui peuvent faire que une communauté ou un public interprète des éléments qui sont totalement faux, et qui peuvent finalement dévaloriser ton image. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de faire attention à la charge aussi, à ta charge mentale, parce que c'est sûr que quand tu parles à un gros média, parfois tu sors d'un gros entraînement ou d'une grosse course, tu es fatigué, tu es à fleur de peau, tu parles comme tu serais voilà, un repas de famille après quelques verres. Et finalement, d'être un petit peu trop laxiste sur ses propos, ils le prennent au mot, et puis parfois même une phrase un petit peu trop choc, et ça va devenir le titre de l'article. Et là, ça va partir en buzz, en polémique, et puis tu peux te retrouver voilà, dans des petites tourmentes pas agréables, et qui vont encore plus se charger mentalement. Donc au début, ça a été très dur pour moi. Je pense que c'est très dur pour tous les athlètes aussi. Mais après, quand tu finis par comprendre ce que c'est le jeu et comment ça fonctionne, tu prends le contrôle là-dessus. Justement, tu dis non à ceux qui t'ont trahi, hein, voilà, hein, les journalistes qui t'ont trahi. Et puis tu sais aussi voilà, trouver les mots pour pas te faire avoir, quoi. Mais voilà, faut pas cracher dans la soupe, hein. Ça fait partie aussi du métier. Et voilà, faut savoir bien le gérer. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un engouement énorme sur la course à pied. Et je trouve que ça fait qu'il y a un petit changement, pas forcément à très très haut niveau, mais dans la mentalité du trail, où je vois le concept de la kill cam. Ça te parle par exemple? Oui, bien sûr. Tu vois, ce genre de choses, tu vois, ça change un petit peu. Toi, t'en penses quoi de ça? Oui, c'est bien, mais ça a apporté des nouveaux codes aussi, parce que
le trail reste quand même un sport très jeune à l'échelle de l'histoire du sport, même si ça fait plus de 30 ans, 40 ans que ça existe, mais c'est sûr que c'est un sport qui a connu, d'après les statistiques, c'est, sur les 5 dernières années, c'est le sport qui a connu la plus grosse croissance, tout sport confondu. En Mhm. termes de croissance, je ne parle pas en nombre d'adhérents, hein, en termes de croissance. Et c'est sûr que bah, ça a fait une explosion anarchique. Donc là, tout d'un coup, il y a eu aussi des intérêts financiers énormes, des marques, des courses, des coureurs charismatiques qui avaient leur avis sur comment organiser ça. Et ça a été un brouillon monumental. Et après, bah, aujourd'hui, ça évolue. Et il y a des jeunes qui arrivent dans ce sport-là avec leur code, avec le code du jeu vidéo, avec le code de leur âge et qui amène aussi voilà, cette jeunesse au sein du sport. Voilà, moi, je suis OK avec tout ça tant qu'on reste dans un esprit qui est ce qu'on fait d'aimer courir en nature, il y a pas de souci. Voilà, je veux pas devenir ce vieux qui comprend pas un jeune qui parle à table en verlan, tu vois. C'est ce que je faisais plus jeune. Je me rappelle de mes grands-parents, quand je parlais en verlan, ils comprenaient pas ce que je disais. Ben voilà, c'est un petit peu ça aussi. Il faut savoir évoluer avec son temps. Et puis si tu veux t'amuser à faire des killcams parce que ça fait rire et que ça peut inspirer des gens à se mettre à la pratique parce qu'il y a un côté fun là-dedans, ben, il faut le faire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que selon toi la course à pied c'était une telle tendance? Très bonne question. Moi, ma théorie, c'est que c'est une réponse au mot MAUX de la société. On bat tous les records hein, en termes de dépression, hein, c'est statistique, surtout aux États-Unis et puis en France aussi, on est quand même pas mal chaque année. Le nombre enfin, de dépressions et puis de médicaments, de consultations psychiatriques explose. Et moi, j'ai une théorie qu'on est de plus en plus urbain, de plus en plus voilà, coincé entre quatre murs à chercher l'ultra confort jusqu'à aujourd'hui parler à son téléphone pour qu'il essaie d'en faire le moins possible. Et je pense que c'est contre nature. Je pense que c'est contre nature parce que l'ultra confort en fait t'éteint, te fait rien ressentir, te fait pas ressentir d'émotions. Et quand tu prends un petit peu conscience de ça, là, que tu te sens, d'un coup, tu sors de ton corps, tu te regardes et tu te dis, putain, mais je suis un putain de robot. Ben, le sport le plus simple, c'est la course à pied, déjà. Donc, tu pars dehors avec des baskets, tu commences à ressentir des petits trucs, c'est hyper facile. T'as pas besoin de t'inscrire à un club, à avoir peur de te faire juger parce que tu es nul ou parce que tu as commencé trop tard ou parce que tu n'as pas les compétences techniques. C'est hyper facile, tu peux le faire en secret discrètement autour de ton quartier. Et après, quand tu ajoutes à ça le côté nature, c'est-à-dire d'aller courir en nature, ben là, il y a quelque chose de magique qui se passe. Alors là, c'est un côté un petit peu plus énergétique, mais avec tes sens. Tu entends les bruits, les odeurs, les couleurs. La nature est faite pour interagir avec toi. On est fait pour vivre en nature. On n'est pas fait pour vivre entre quatre murs de béton. Et tu commences à ressentir des trucs et tu rentres chez toi. Et là, tu as des sensations de plénitude. Tout d'un coup, tu n'as besoin de rien. Tu es heureux comme tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Et je crois que les gens, en fait, ont besoin de revenir à une forme de nature primaire, originelle, en termes de mouvement corporel et d'activité mentale. Et je pense que le trail running répond vraiment à ce besoin-là. Donc c'est un phénomène de société. Voilà, pour dire très simplement, revenir à la nature d'une manière ludique. Exactement, bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de trail dans ma vie, mais j'en ai fait un peu. Et voilà, juste être seul, sans rien, dans la nature, c'est vraiment une sensation unique et je comprends tout à fait Ouais, et puis pourquoi, c'est un luxe. Je pense pourquoi que t'es dessus. dans quelques années, je pense que ça existe déjà aussi. On paiera très très cher pour se retrouver dans des environnements sans bruit, sans réseau, C'est sans vrai. téléphone et avec de l'espace mental. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement chargé par la sollicitation qu'on n'a plus d'espace pour résoudre les problèmes qu'on a ou tout simplement pour créer. Et aujourd'hui, je m'estime hyper chanceux de pratiquer ce sport parce que ça me permet d'avoir beaucoup de temps avec moi-même quand je suis en nature, sans avoir quelqu'un qui me parle ou un écran qui interagit avec mes yeux pour créer des projets, pour résoudre des problématiques. Et si aujourd'hui je suis capable de créer des projets, puis des aventures un peu folles avec des super équipes, ben je fais tout quand je cours en fait. Je fais jamais ça sur un ordi, sur un bureau, tu vois. C'est en fait le flow aussi, le mouvement aide à créer, je trouve. Ça maximise ta créativité. Qu'être assis sur une chaise, à essayer de réfléchir, à brainstormer, quand tu te déplaces, tu as de l'espace mental d'un coup qui se crée. Et alors là, tu es un esprit créatif de fou. Donc, Mhm. je parlais d'avantages
sur la santé physique et mentale, mais aussi davantage sur ta carrière, sur tes projets et sur ta vie en général, quoi. Tu trouves beaucoup de solutions quand tu C'est te clair. retrouves tout seul avec toi-même et que tu as le temps d'explorer les pistes mentales. Une des choses qu'on peut un peu retirer de notre conversation, c'est qu'on se met des limites dans la vie, mais que tu montres, tu as vu qu'on peut les exploser. Comment toi, tu penses que tu as fait pour détruire des limites mentales que tu as pu avoir? Ben, en fait, on se met pas des limites, c'est les autres qui nous mettent des limites dès la naissance. C'est ton grand frère, c'est ta grande sœur, c'est ton père, c'est ta mère, c'est tes copains qui te disent il y a des requins dans la mer, faut pas y aller, ils vont te manger. Qui te disent une araignée, dès que tu en vois une, elle va te piquer. Donc dès qu'il y a des gens qui font des phobies sur des araignées, des serpents, c'est juste parce que toute leur jeunesse, on leur a dit si tu croises une araignée ou un serpent, il va te tuer, quoi. Ils ont peur des loups la nuit. Je vais me faire manger par un loup la nuit, le grand méchant loup va venir parce que toute ta jeunesse on t'a répété ça. Alors que le loup, je peux te dire que si t'en vois un, c'est une chance de fou, quoi. Tu les verras jamais, ils sont hyper discrets. Mais tout ça pour dire que en fait, ben, malheureusement, si un jour on se rend compte qu'on s'est fait berner avec toutes ces peurs, ces craintes et ces limites, ben, c'est d'aller les explorer tout simplement. Voilà, c'est d'essayer de se dire bon, on m'a dit que, bah, je sais pas, les serpents sont dangereux. Bah, tiens, dans un pays exotique, je vais me rapprocher d'un serpent et je vais voir qu'il va fuir. Ah bah tiens, il m'attaque pas finalement, tu vois. Donc je vais peut-être aller pouvoir explorer la jungle sans problème, tu vois. Encore aujourd'hui, j'étais sur un port là à plonger, puis je partais plonger, puis il y a une petite fille qui vient, on discutait tout, et elle me disait elle voudrait jamais plonger parce qu'elle a peur de ne pas voir le fond, parce qu'au fond il y a des monstres, tu vois. On était là à hier, tu vois. Donc ça, c'est forcément ses parents qui lui ont dû lui montrer un film ou ses copains à l'école qui ont dû lui dire des trucs. Et c'est dommage parce que peut-être ça va lui fermer une porte à aller explorer l'océan, tu vois. Donc voilà, c'est ça ma réponse. C'est le jour où on se rend compte qu'on s'est fait berner, bah, il faut, il faut aller challenger ses limites et se rendre compte que finalement elles n'existent pas, ou en tout cas elles sont beaucoup plus loin que là où on nous les a placées. Et du coup, toi, c'est quoi la prochaine limite que tu vas exploser, tu penses? Ben, en fait, je suis pas non plus tête brûlée tu sais, à mettre ma vie en péril, mais ça se fait petit à petit. En fait, je suis très curieux, tu vois. En fait, c'est marrant, mais une fois que ça peut paraître très paradoxal ce que je vais dire, mais quand Mhm. je deviens hyper confortable dans un environnement qui était au début ultra inconfortable pour moi, ben, je vais commencer à m'ennuyer. Et c'est pour ça que, par exemple, le grand froid, tu vois, où je suis allé l'hiver dernier dans le Yukon, j'ai fini l'expédition, j'ai beaucoup souffert et j'étais pas du tout confortable. Et quelqu'un de normal dirait ah, j'ai énormément souffert, plus jamais. Et en fait, je me dis non, là, j'ai appris beaucoup de trucs. Je suis déjà en train de bricoler du matériel, je suis déjà en train de réfléchir comment j'aurais pu être meilleur pour avoir moins froid, pour avancer plus vite, tout ça. Et j'ai qu'une envie, c'est de retourner pour expérimenter ce que les nouveautés que j'ai appris. Et le jour où je serai dans le grand froid, pépère avec mon petit thé, ben, j'arrêterai, je ferai autre chose. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime voilà, explorer aussi des nouveaux environnements, notamment la voile aussi, parce que je trouve que la voile, c'est la liberté ultime, quoi, hein. On vit sur une planète qui est, voilà, pour pouvoir se déplacer, voilà, c'est forcément toujours tu sais, avec des avions, c'est difficile, les voitures, machin, il y a des bouchons, c'est pas fluide, quoi, ça t'énerve, tu vois. Alors que le bateau, bam, tu pars et il n'y a rien qui t'arrête, quoi. Et tu peux aller à peu près partout, et sauf que c'est un environnement qui est totalement inconfortable quand tu n'as jamais été là-dessus. Les mal de mer, les vagues que tu prends dans la tronche, l'humidité permanente, enfin, tout ça. Et donc ça, c'est un petit peu les projets à court terme qui vont arriver. Et ce qui est marrant, c'est que tous ces projets-là, comme l'Ultra Trail, ça me passionne encore parce que même si j'ai trouvé un certain confort aujourd'hui, partir pour 160 bornes, je dois t'avouer que ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est la vitesse à laquelle on va le faire Mhm. avec les compétiteurs autour. Mais ce qui fait que je ramène beaucoup d'éléments que j'apprends dans ces autres environnements à la pratique centrale du trail, quoi, tu vois, sur des aspects mentaux. Et puis même le froid, par exemple, j'ai beaucoup appris là-bas sur place, vraiment de manière très très pointue, sur la gestion de l'humidité, la transpiration, qui est Mhm, vraiment ok. le paramètre critique. À partir du moment où tu es mouillé, ben, la conduction thermique augmente et c'est là que tu peux te mettre vraiment en danger. Mais je sais que dans le trail maintenant, quand je vais passer dans des cols où il va faire très froid, je sais que je vais beaucoup mieux gérer mes couches, mes ouvertures. J'ai déjà changé mon matériel pour mettre des ouvertures à certains endroits, tu vois. Et donc je ramène comme ça des éléments. C'est vraiment des Wow. projets d'échange. Et c'est passionnant. Je pourrais te parler d'apnée aussi, tu vois. Je travaille très très fort sur un projet d'apnée aussi.
je me suis rendu compte que la respiration, en fait, c'est un facteur de performance énorme si tu le conscientises. On respire tous de manière inconsciente, mais si tu conscientises ta respiration, où tu prends en main tes inspirations, tes expirations un certain temps, avec certains volumes, ben, tu as des gains dans les sports d'endurance qui sont loin d'être marginaux, quoi. C'est énorme. Et plutôt que de faire un cours devant un écran, une masterclass de comment respirer, ben, tu le fais, tu dis ben, dans quel sport vraiment la respiration c'est utile et ben, l'apnée. Et donc tu apprends par la pratique et c'est ça, c'est super. Et après tu le ramènes. Ce qui fait que moi maintenant dans mes trails, ben, quand je suis dans un col, voilà, ou dans certaines dispositions d'intensité, je vais volontairement prendre le contrôle sur ma respiration Mhm. pour choisir mon rythme de respiration et mon amplitude respiratoire pour mieux performer. Ce que les autres ne font pas forcément, tu vois, où ils vont rentrer dans des mécanismes d'essoufflement qui va peut-être limiter leur niveau de performance. J'ai aussi entendu parler de l'Ultra Trail aux Jeux Olympiques de LA 2028. Mm. Est-ce qu'on t'y verra? Je ne pense pas. Alors, je ne sais plus exactement ce qui va se passer, mais le trail prend une telle ampleur que c'est sûr qu'on va le voir de plus en plus dans des événements comme ça. Je crois que pour LA, ça sera un sport de test, là, un peu comme ils avaient fait le breakdance à Mhm. Paris, là. Et puis, s'il y a l'engouement et que ça fonctionne bien, ça deviendra un vrai sport au JO d'après. Les Jeux Olympiques, en fait, c'est des dimensions. Les épreuves, elles sont dimensionnées pour être médiatisées. Donc pour pouvoir être filmé en tout temps, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je crois Mhm. que la plus longue épreuve, ça doit être le marathon et puis il n'y a pas grand monde qui regarde parce que c'est trop long, quoi. Il faut que ça reste du spectacle. Les Jeux Olympiques, c'est comme ça que ça a été construit. C'est du sport, c'est du jeu, quoi. C'est du divertissement. Et moi, mon sport, c'est l'ultra trail. Alors on a l'impression que le trail, c'est du trail, c'est pareil comme court 20 bornes, 170 bornes, mais là, je vais mettre ma casquette d'expert, c'est pas du tout le même sport. Tu t'entraînes pas pour un 20 bornes comme tu t'entraînes pour un 170 bornes. Et ce qui fait que les épreuves des JO seront forcément très très courtes, très spectaculaires, très rapides. Je ne pense pas qu'il y ait forcément des dénivelés majeurs. Et je pense que ça va probablement ressembler un peu à une épreuve de cross, là, tu Ok. sais, où tu cours dans l'herbe. Et un peu avec quand même quelques... Ça sera pas comme ça, mais je pense qu'en termes d'image, ça ressemblera un petit peu à ça. Un petit peu comme ils font le VTT, tu vois. Ok, ouais. Voilà, ils vont peut-être te faire passer un peu dans un parc, aller dans une colline derrière. Mais il faut qu'il y ait des caméras partout, en fait. Et si tu vas vraiment dans une montagne sauvage, profonde, il n'y a pas de réseau, c'est compliqué de mettre des caméras. J'ai peur que ce soit un petit peu aseptisé, mais ça le sera, mais tant mieux, ça sera au JO. Mais ce que j'espère, c'est que ça ne devienne pas après les terrains des Jeux Olympiques soient reconstruits ailleurs dans des centres pour entraîner les jeunes Ok, ouais. à chaque cycle de JO parce que ça dénature un petit peu le sport et c'est ce qui est arrivé avec l'escalade, c'est ce qui arrive avec le VTT aussi. Et voilà, on a quand même un petit peu cette crainte. Mais pour te répondre, non. Ben, ce qui fait que, à moins qu'à partir de maintenant, je me mette à faire du cours, peut-être, mais ça me plaît pas trop le cours. Moi, c'est vraiment le côté aventure de l'ultra qui me plaît. Donc, des chances que j'y sois, peut-être pour encourager le sport s'il y a lieu d'être, mon sport s'il y a lieu d'être, ou en tant qu'expert pour apporter quelque chose dans le projet. Mais en tant qu'athlète, je ne pense pas. Si demain, tu pouvais plus jamais courir, qu'est-ce que tu voudrais laisser au monde? Ouf. Oh, la question philosophique. Bah écoute, aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un aussi qui pense beaucoup. J'aime un peu la philosophie, j'aime un peu l'intellect. Et c'est vrai que ben, je pense que c'est un peu tout le monde. Des fois, on se lève et on se dit, mais c'est quoi le but de la vie? À quoi on sert? Et c'est vrai que quand j'étais ingénieur, j'avais beaucoup plus l'impression de servir à quelque chose que depuis que je suis coureur. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup angoissé aussi quand j'ai commencé à courir. Parce que quand j'étais ingénieur, en fait, je produisais. Tu pouvais produire bah, du software, donc des lignes de code, ou du matériel. Tu vois, bon, moi, en l'occurrence, c'est des centrales thermiques qui produisaient de l'énergie pour des industries ou des villages. Donc, il y avait quelque chose de concret. J'avais l'impression de me lever le matin et de construire quelque chose de concret. Quand tu es sportif professionnel et que ton boulot, c'est de te lever et d'aller t'entraîner, tu as vraiment l'impression de ne pas être utile, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup angoissé au début. Et en fait, j'ai fini par comprendre qu'il ne fallait pas trop hyper intellectualiser l'utilité pragmatique, enfin matérielle qu'on a sur Terre.
Et en fait, l'utilité, en fait, vivre, ça sert à rien aussi, quoi. On peut se dire que vivre, c'est tout simplement, tout simplement ça le but. Et puis moi, voilà, en fait, c'est que le message que je veux laisser, en fait, c'est que j'étais quand même un petit peu, j'étais pas forcément super heureux dans ma super vie où tout s'était bien passé, où j'avais fait des belles études, voilà, où j'avais une super carrière bien payée, où voilà, je mettais tout ce qu'il fallait sur des plans retraite, je sais pas quoi, tous les mois là. Et, hum, et en fait, je me suis rendu compte que il me manquait, tu vois, de bouger mon corps et de connecter à la nature. Et vraiment, quand j'ai ressenti ça de manière très très concrète, j'ai commencé à vraiment rentrer sur une courbe d'épanouissement et un but de vie qui a été très très fort. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui de manière très très simple. C'est d'essayer de raconter ce que je vis, de raconter des histoires et d'essayer de vraiment, quand je vis des courses, de pas juste courir avec moi-même, d'essayer d'imprimer aussi ce que je vois autour des scénarios, de ce que je ressens aussi, pas pour moi, mais pour les autres, pour essayer de m'en rappeler. Donc c'est un exercice de plus que je fais, Waouh. pour, pas tout le temps, hein, parce que des fois c'est trop dur, mais pour essayer de le ramener aussi. Et ensuite le partager à travers divers canaux, tu vois. Bon, ça peut être les réseaux sociaux, j'aime bien faire des films aussi, j'ai écrit un petit bouquin. Et en fait, aujourd'hui, mon but dans la vie, c'est de recevoir des messages de personnes qui me disent ah ben ce que tu as raconté ou ce que tu as fait là, ça m'a donné moi aussi envie. Alors, pas forcément d'aller faire l'UTMB, mais juste de me bouger un peu les fesses, de sortir un peu de mon train du quotidien et d'aller marcher ou courir quelques kilomètres dans le petit bois autour de chez moi. Et qui me dit, ben, ça m'a fait le plus grand bien, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, voire même d'essayer de faire un objectif ambitieux dans un sport d'endurance. Bah, là, je trouve que c'est un but super utile, quoi. Donc c'est ça que je laisse, des histoires. Et puis aujourd'hui, voilà, je crois que d'ailleurs je l'ai dit cette phrase dans mon livre, ça fait un moment que je l'ai écrit, mais c'est pas forcément d'accumuler un maximum de matériel, mais plutôt d'accumuler un maximum d'histoires à raconter à mes petits-enfants qui seront posés sur mes genoux dans quelques années, enfin dans beaucoup d'années j'espère. Et je pense qu'ils te prendront pour un menteur de temps en temps. Mais c'est pas Ben, plus je sais mal. pas si tu as vu le film Big Fish. Non. Bah, c'est un film qui est pas mal où en fait c'est le père qui avait vécu des trucs incroyables dans sa vie Mhm. et il est tellement passionné qu'il raconte tous ses aventures de vie à son fils, mais il les romance un petit peu, tu vois, il les exagère un petit peu, et son fils du coup il l'a jamais cru, il a dit toute sa vie c'est un bullshitter, il me ment, jusqu'au jour où son père il a une maladie, il a un cancer, et donc il refait un périple et il revoit tous les personnages qu'il a croisés dans sa vie. Et le fils, effectivement, quand il voit le géant, en fait, c'était quelqu'un qui était très grand comme toi, qui faisait pas 3 mètres, mais qui faisait quand même 2 mètres, tu vois. Et donc c'est ça qui est beau aussi, c'est de vivre des trucs. Et après, si tu les romances un petit peu pour mettre des histoires dans les yeux à tes petits-enfants, ben, tant mieux, quoi. Mais le but, c'est quand même d'en construire des histoires. Moi, je leur raconterai que j'ai fait un podcast avec Mathieu Blanchard. En tout cas, j'espère que tu as eu l'impression d'avoir pu raconter des belles histoires aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'ai adoré. On a une petite tradition dans le podcast. Je demande à chaque invité d'écrire une citation ou une phrase, ou peu importe, qui est importante pour lui. Ok, ça marche. Et voilà. J'écris comme un chien, mais... Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as écrit? J'ai écrit «L'aventure est simplement un état d'esprit qui fait vivre fort». Et puis après, j'ai signé dessous. Merci beaucoup. Merci Mathieu, c'était un vrai plaisir. Je suis impatient de voir la suite de tes aventures et peut-être qu'un jour je te raconterai une des miennes, hein. Voilà. J'espère aussi. Merci pour Merci l'accueil. beaucoup.